sur le modèle maori, s'inspirer de l'intelligence du collectif. Est-ce que le son, ça va? C'est pas trop fort. Nous sommes partis en mission chez les Maoris au mois de juillet. Donc pendant 7 jours, on a été immergés dans les tribus chez les Maoris. Donc on trouvait intéressant de restituer au plus grand nombre de nos populations, quelle que soit sa provenance, leur modèle. On va vous présenter un modèle qui a 70 ans d'avance à l'échelle du Pacifique. On va parler corridor du Pacifique aussi. Et en tout cas, on espère vous faire voyager un petit peu avec nous. Donc, je laisse mon confrère Robert introduire aussi la conférence. Merci Claire, bonjour à tous. Donc, pour ceux que je ne connais pas forcément, qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Robert Kakouin, je suis entrepreneur, formateur, agréé DCP Formation, voilà, que je ne me trompe pas. Du coup, j'ai fait partie également, comme Claire, on a eu la chance de participer à ce voyage, là, ils ont appelé ça le Study Tour, du coup, qui a été initié par le gouvernement maori, le gouvernement néo-zélandais, et du coup la subdivision maori du ministère des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande. Et donc, à la demande de Claire, j'interviens aujourd'hui pour vous partager un petit peu ce qu'on a pu découvrir là-bas, notamment en termes de modèle économique, puisque nos frères maoris, ils ont un petit peu des enjeux similaires à nous, les Calédoniens, les Kanaks, les Océaniens, ce sont des Océaniens, et du coup ils ont un petit peu leur spécificité aussi. Donc le but de ce study tour, c'était de nous permettre à nous, entrepreneurs Kanaks notamment, autochtones, comme on dit, de pouvoir s'inspirer et puis de voir qu'est-ce qu'il est possible de déployer, de peut-être adapter localement. Et puis pour finir la petite intro, voilà, c'était très riche, hein. On va rentrer un peu dans le détail, mais moi ce que j'ai retenu en tout cas de leur message, c'est qu'ils sont solidaires, ils ont bien compris que le pays traversait une situation compliquée. Et donc cette mission, c'était un petit peu une mission pour prendre des choses et puis les partager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Claire a pris cette initiative. Je te remercie d'ailleurs Claire pour l'initiative. Parce que voilà, l'idée c'était pas qu'on parte, nous on a gagné au loto et puis on va prendre pour nous. L'idée c'est on va là-bas, on prend et puis ensuite on partage à potentiellement les entrepreneurs qui y a dans cette pièce et puis ailleurs au pays aussi. Du coup, c'est la 3e session de cette conférence qu'on vous propose. Un petit voyage chez les Maoris. Le premier jour, quand on est arrivé là-bas, le premier chef de tribu nous a dit la première erreur qu'on fait, c'est de vouloir s'enrichir là où il y a la communauté. Tu veux t'enrichir individuellement où il y a la communauté, c'est la première erreur que tu fais. Et en même temps, si tu ne prends pas la responsabilité de faire le travail, c'est l'extinction de ton peuple qui en découle. Donc déjà, ils avaient posé le cadre le jour 1. Lui, il peut dire qu'il avait des frissons, il regardait comme ça. Donc ça a été le premier message. On va vous inviter dans un modèle là, à imaginer un peuple de 850 000 habitants où la gouvernance coutumière, il y a un fonctionnement en tout cas qui fonctionne. C'est-à-dire leur fonctionnement, il marche et il inclut les différentes générations. Donc on vous propose leur modèle de gouvernance. Pourquoi on dit qu'ils ont de l'innovation au niveau foncier et la sécurité juridique? On vous explique la transmission culturelle et l'entrepreneurial, tout ce qu'ils ont mis en place en faveur des jeunes et de tout le monde, les impacts intergénérationnels. On va commencer par quelques chiffres pour resituer, et puis on peut faire une analyse, si vous voulez, avec ce que nous avons au pays en Nouvelle-Calédonie. C'est possible, mais en même temps, ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de s'inspirer de ce modèle qui fonctionne chez eux en tout cas. Voilà. Donc quelques chiffres. Alors, l'objectif du Study Tour, il était vraiment d'aller découvrir l'économie maori. C'est un concept qui a du succès depuis les années 80. Ils ont des défis et des opportunités liées au développement des collectifs maoris. Donc là, on va parler de trust, on va parler de terres collectives.
On va beaucoup parler de valeurs, les valeurs maoris dans l'entreprise. On va vous expliquer leur structure juridique aussi et financière par rapport à ce que nous on a vu. C'est ce qu'on est allé voir là-bas. On a visité des iwi, des exemples concrets de comment fonctionne le trust maori et la tribu. Donc le trust, c'est l'équivalent pour nous du GDPR. Okay, il l'appelle trust. Si on devait donner une définition, c'est une structure de confiance. Trust, c'est la confiance en anglais, donc c'est assez pertinent. Mais leur secteur d'activité, primaire, service, tourisme, après, tout ce qui est source d'inspiration pour la Calédonie, mais en échange ensemble. D'accord? Ça vous convient comme voyage? On part en voyage. Alors, quelques chiffres, je vais commencer, puis je laisserai Robert terminer. Imaginez deux pays. Donc vous avez la Nouvelle-Calédonie, vous avez la Nouvelle-Zélande. Donc on est déjà sur des pays qui ont des superficies, ça n'a rien à voir. Vous avez la Nouvelle-Calédonie qui fait 18 500 km², la Nouvelle-Zélande 268 000. D'accord? Je vais vous donner une représentation après. En termes de population, 270 000 habitants pour 5 millions d'habitants chez les Maoris. Alors, je vais dire, en Nouvelle-Zélande, le peuple maori représente 850 000 personnes. Donc, rationnellement parlant, c'est à peu près un cinquième. Un cinquième de la Nouvelle-Zélande représente la population maori. Ils disent 20%, environ 19%. La population autochtone du pays, un peuple de 110 000 Kanaks, et environ 41%. Alors, le PIB, on va parler chiffres, si on parle d'économie, on parle de chiffres. Donc, au niveau du PIB estimé, en Nouvelle-Calédonie, on est sur de l'ordre de 1180 milliards. Le PIB de la Nouvelle-Zélande est de 28 000 milliards. Donc, déjà là aussi, vous voyez les ratios. On peut le voir par rapport aussi à la taille des deux pays. Au niveau de leur institution, nous, on va voir le Sénat coutumier. Eux, ils ont un ministère maori, d'accord? Leur gouvernance financière, nous, on va avoir la DRAF, la DGRAC, les GDPL, les clans, les chefferies. Eux, ils ont la Maori Land Court avec les trusts dont je vous parlais et les iwi, d'accord? On a essayé de faire d'une manière pour que on n'est pas là pour comparer deux modèles, on est là pour dire, ok, si on devait s'inspirer de ce modèle, quel équivalent de structure on irait travailler dessus. Alors, grande force qu'ils ont, ils n'ont que 3 langues. Revenez au pays, alors, au pays, on est à 33 langues et une langue officielle. J'ai inclus pas le javanais, le tahitien, le wallisien. Du coup, en termes de langue, et nous, on est à une quarantaine de langues sur un pays comme le nôtre. Eux, ils en ont 3. Donc, ils vont avoir l'anglais, le maori et la langue des signes. Ok? Ils ont à peu près 110 iwi. Donc, la iwi, on n'a pas trouvé d'équivalence, nous, sur les districts iwi, mais pour nous, les iwi, c'était vraiment les tribus. Hein. Donc, la Nouvelle-Calédonie a 342 tribus, mais eux, ils ont encore une autre structure, c'est la hapu. On va vous montrer en schéma, donc ils ont à peu près 600 hapus. Nous, on a mis 342 tribus, ils n'ont pas de district, mais ils ont 5. Nous, on en a 50 en Nouvelle-Calédonie. On va parler aire coutumière, eux, ils vont parler 110 iwi. Alors, la deuxième slide, après je laisserai mon confrère, voyez la différence de la Nouvelle-Zélande par rapport à la Nouvelle-Calédonie. C'est pour voir aussi la différence de superficie. Hein. Donc, alors, les techniques dans cette salle, où les géologues pourraient dire Zélandia, c'est un concept prouvé. Donc, apparemment, imaginez une grosse tortue, et sur la carapace qui va sortir de cette tortue, il reste que la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Donc, on parle de ce fameux continent Zélandia. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement, ils sont en train de faire des études là-dessus, à dire qu'il y avait un continent, et aujourd'hui, les deux seuls morceaux de terre qui restent, c'est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a aussi, peut-être qu'il n'y a pas de hasard qu'on soit allé là-bas. Après, voilà, ce continent, il dort sous l'eau, mais voilà, il y a quelques petites îles aussi, mais en tout cas, c'est un des plus jeunes continents reconnus par les géologues, découvert officiellement en 2010. Donc on ne s'est pas réveillé ce matin avec Robert, tiens, on va leur sortir Zélandia. Non, on sort des sources parce que parmi vous, il y a des scientifiques qui disent ok, votre théorie, là, elle est rigolote, mais elle vient de la science. Okay. Donc c'est pour ça que Zélandia dit, imaginez une grande tortue dans la seule carapace
qui sort, ben, c'est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Tout le reste dort sous l'océan. Est-ce que ça va se réveiller un jour? On va laisser pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Je ne sais pas si tu veux réagir dessus. Oui, mais vas-y, plus. Peut-être juste pour. Moi, je vais donner un peu le ressenti par rapport au voyage. Du coup, on était donc pour 7 jours là-bas. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, pour revenir sur la slide juste avant, moi, ce qui m'a frappé, donc on a été accueillis à Wellington, dans les bureaux du NFAT, ministère des Affaires étrangères néo-zélandais. C'est un espèce d'énorme building avec, je ne sais pas combien d'étages, 30 étages. Bon, c'est un peu plus grand que les bureaux à Nouméa. Et c'est vrai qu'au niveau culturel, on a été accueillis un peu comme des rois, on ne va pas se le cacher. Ils nous ont fait la cérémonie d'accueil traditionnel maori. Tout le monde parlait en maori. On n'a pas eu d'anglais, les premiers mots c'était en maori. Et puis, moi c'est ce qui m'a frappé. Et déjà culturellement, c'est qu'on arrive chez quelqu'un. Et du coup, donc on a eu cette immersion-là la première journée à Wellington. Et ensuite, ils nous ont fait, juste après, les présentations des chiffres que vous présente Claire. Et c'était un voyage sur l'économie. Hein. Le thème c'est l'économie, donc moi ça m'a frappé. Le premier chiffre, c'est ce que disait Claire, le PIB. Du coup, on est à 2500. L'économie maori, ce que veut dire Robert, qui reprend, c'est que sur 28 000 milliards de PIB du pays, les Maoris, eux, génèrent 9% du PIB. C'est ça. Donc, c'est le poids, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est ces 9%. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, l'économie maori, donc, qui est représentée dans les différents secteurs, donc la pêche, l'agriculture, le tourisme, ça pèse quasiment 10% du PIB du pays. À votre avis, c'est beaucoup ou pas beaucoup? En comparaison, l'économie locale autochtone, je pense que c'est moins de 0,2%. On va dire estimé à 2% ici en Nouvelle-Calédonie. Du coup, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et l'autre chiffre qui m'avait marqué dans cette présentation le premier jour, c'est la croissance. C'est que pour atteindre ces 10%-là, en fait, ils ont mis à peu près 10 ans. Ils sont passés ils ont triplé la taille de l'économie en moins de 10 ans. Donc ça allait très vite en fait. Et il y a en fait pas si longtemps que ça, il y a 15-20 ans, il n'y avait pas cette économie-là. En fait, on voyait, si vous alliez dans les rues de Auckland, de Wellington, les grandes villes, il y avait beaucoup de Maoris dans les rues, et pas de moyens de subsistance. Aujourd'hui, il y en a encore, mais le constat, c'est de dire qu'il y a quand même eu cette traction-là au niveau de l'économie autochtone qui a permis d'enrichir et de permettre à des gens de sortir de la précarité. Aujourd'hui, juste l'économie maori, elle représente 2520 milliards. C'est quasiment le double du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Après, on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire en termes de superficie, d'habitants, il faut aussi rester cohérent. C'était drôle là-bas chez les Maoris parce que j'avais tous mes frères qui étaient là, car on retourne au pays, on fait ça. J'ai fait ça, déjà, on va retourner au pays, puis on va adapter ce qui est adaptable, et on va vous présenter, je pense, deux visions différentes mais qui se rejoignent. Moi, je suis plus revenu avec l'idée qu'il fallait accompagner nos 2530 coutumiers, qu'ils soient petits chefs de clan, pour réasseoir un vrai leadership dans la gouvernance coutumière. Parce que c'est ce que j'ai observé là-bas. Et c'est surtout que j'ai observé, il n'y a pas de, on va dire, on se sent en sécurité quel que soit l'endroit où on circule. Et c'était très, très, très agréable. Donc les différentes générations, elles cohabitent, elles coexistent. Mais on va vous montrer plus en détail. Je voulais vous préciser aussi quelque chose. Nous, on a 8 aires coutumières en Nouvelle-Calédonie. Eux, ils ont 11 territoires coutumiers. Ils vont appeler ça le ROI. Donc, ils en ont vraiment 11. Hein. Donc, vous avez vu, il y a des similitudes en termes de fonctionnement et de gouvernance que chez nous. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Robert, c'était d'accord? Ok. Alors, au niveau, ce qu'on veut vous présenter, c'est leur système à eux de fonctionnement. Ces deux images-là représentent leur fonctionnement. Eux, ce qu'ils nous expliquent le jour 1, regarde, notre truc à nous, c'est pas de chercher l'égalité, c'est pas de chercher l'équité. Okay, enfin, l'objectif, c'est l'équité,
c'est pas l'égalité, parce que voilà aussi la réalité. Donc déjà, ça a commencé d'emblée comme ça. Elle nous présente les chiffres, l'histoire du peuple maori qui vient de Réatéa. Donc, d'où ma maman est originaire. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il y a des Maoris qui m'ont dit: toi, t'es pas Kanak, t'es chez nous. J'ai dit: non, je suis Kanak de nom. Et puis, ils nous ont présenté aussi cette image-là en nous disant, en fait, par rapport à nos problématiques de la réalité, ben, on va aller se fixer sur la partie visible, c'est-à-dire les branches. Mais le problème, il est là, il est dans les racines. Travaillez la problématique aux racines et vous verrez que vous allez trouver ce système d'équité. Donc ça aussi, on s'est dit, ok. Alors, je vais laisser un chiffre de ce monsieur-là, Helmut, parce que Robert, ça, il adore les chiffres. Quoi? Alors, Robert... On n'est pas obsédé par l'argent, même si je vais... J'ai pas dit ça. Mais Robert, explique-nous, Helmut, oui. Il nous a raconté quoi? Vas-y. Je vous ai raconté la première journée, et après, ça, c'était le lendemain. En fait, ils avaient organisé donc, ce studio tour. On était essentiellement sur l'île du Nord. Donc, ils nous ont fait visiter 5 iwis, ce que Claire appelle des iwis. Il n'y a pas vraiment d'équivalent ici, mais si vous voulez, c'est un peu des regroupements de tribus. Ils appellent des rabous. C'est soit des tribus, soit des clans. Mais en gros, c'est une organisation qu'ils ont créée pour notamment négocier avec l'autorité, ce qu'ils appellent the crown, la couronne, notamment sur tout ce qui est révolution foncière, et puis les enjeux de bien-être de leur communauté. Donc ça, c'était le iwi de Natitoa. C'est le premier iwi qu'on a rencontré, qui nous a fait une présentation. Et pour la petite histoire, c'est le iwi qui est propriétaire du célèbre haka, la danse derrière Maori, danse tous les joueurs de l'équipe nationale de rugby. C'est leur propriété à eux, à leur clan. Et donc Helmut Modli, qui est ici là, en fait, il est le CEO. Ils ont carrément des CEO, donc l'équivalent de PDG de leur iwi. C'est pas juste le chef, c'est pas le directeur, il est genre PDG. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des entités business et en même temps qui gèrent des aspects coutumiers. Donc ce monsieur-là, avec son cousin qui était à droite, nous a fait donc la présentation de l'histoire, nous a fait la cérémonie d'accueil, comme on a été accueillis un petit peu dans chaque iwi, et nous a un petit peu expliqué, voilà, comme Claire disait, que finalement, chaque iwi avait un peu sa spécificité, ses valeurs qui étaient fortes. Et eux, donc, qui sont héritiers d'un peuple guerrier, nous a raconté un peu leur histoire, leur mythe fondateur, comme on a chez nous les Kanaks. Ils disaient qu'en fait, ils faisaient partie d'un clan très féroce, très crâne. Le reste, en fait, des tribus des clans Maori. Donc, ils avaient dû se réfugier sur une île qui est juste en face de Wellington. C'est un iwi qui est à Wellington. Et en fait, c'est cette combativité-là, c'est cet héritage-là qu'aujourd'hui ils essayaient de remettre un petit peu au bout du jour, mais en adaptant avec les outils modernes, notamment l'économie. Donc, pour répondre à la question de Claire, le chiffre, c'est 1 milliard du coup. 200 millions, ce que tu sois précis, Robert. 1 milliard 200 millions. Voilà. De dollars. NZ de chiffre d'affaires que génère ce iwi. Sa tribu, c'est 80 000 personnes. Donc imaginez un petit peu. Multiplié par 75. En fait, la conversion, 1 milliard 200 millions fois 75 en France CFP, c'est beaucoup d'argent pour 80 000 personnes. 80 000 personnes, c'est un peu moins de la population de Nouméa. Ok. Donc cet argent-là, ce chiffre d'affaires, parce que c'est du chiffre d'affaires, il est généré par l'ensemble des activités économiques de ce iwi-là. Donc dedans, vous avez de l'immobilier, vous avez le port, l'agriculture, voilà. Les services financiers aussi. L'après-midi, on a eu droit à une présentation en s'exclut à Wall Street avec un jeune Maori qui faisait une présentation des investissements. Ils avaient acheté, je ne sais même pas, j'ai compris la moitié. Vous parlez des investissements, ils faisaient du trading quoi, avec l'argent du iwi. Et ils avaient une logique d'investissement maintenant, en plus des activités classiques. On en parlait, donc immobilier, ils ont carrément créé, eux, une espèce d'équivalent du FFH et de la SIC, mais pour leur communauté à eux. Ils gèrent eux-mêmes. Robert, je vais me permettre d'un truc. Donc, comme nous, on est des entrepreneurs, donc il dit notre iwi génère 1 milliard 200 millions de chiffre d'affaires. Donc, en tant qu'entrepreneur, on dit ok, c'est ce que tu génères, ok, avec l'ensemble de ta communauté et des investisseurs et puis des acteurs. Mais concrètement, le bénéfice, parce que le chiffre d'affaires, c'est ce que je gagne.
Et puis, du coup, il va y avoir toutes les dépenses. Le bénéfice, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il peut être déficitaire ou il peut être excédentaire. Et puis là, ils nous disent, venez, on va aller boire. Donc, sortez de la salle, on va aller marcher dans la tribu pour rejoindre ce que Robert dit. Alors, dans la tribu, il y a un hôpital, déjà. Première chose, il y a un hôpital. Tout tourne autour du marae. Donc, le marae, c'est la maison commune. Donc, deuxième chose qui nous a choqués, c'est que dans le peuple maori, c'est la femme qui donne l'autorisation d'entrer faire la coutume. On ne rentre pas dans la maison commune faire la coutume chez les Maoris si la femme n'a pas donné l'accord par l'ouverture du protocole et elle ferme le protocole. Après, les hommes ont à faire ce qu'ils ont à faire dans la maison commune avec les cérémonies, etc. Ça nous a, on a dit, ok, il y a du level là, c'est mettre vraiment en termes d'organisation, la femme elle est au centre de tout. Donc je le pense, je le dis et je le fais dans les actes. Ok. Donc, et il y avait un hôpital et puis il y avait des écoles. Donc on est allé visiter les écoles dans cette tribu. Et puis à un moment ils nous disent le bénéfice, on construit, voilà l'équivalent que dit Robert, on construit des lotissements. Donc on a vu des lotissements de 40 maisons dans lesquels ils ont dit nous on construit des maisons pour aller chercher notre peuple pour revenir à la tribu. Et là on s'est regardé, on a dit ils ont tout compris. Et il nous a dit si notre peuple ne va pas bien, là, oui, il n'ira pas bien. Et c'était ça. Vous voyez, quand il le disait, en fait, il l'incarnait. Il ne disait pas que des paroles comme ça. Et oui. Parce que ça fait partie de leur valeur. Et je pense que moi, personnellement, c'est ce qui m'a marqué là-bas. C'est que j'ai pensé, j'ai dit, je le fais. Dans mes actes, il n'y a pas d'hésitation. Du coup, c'est l'entente avec l'ensemble des générations qui va faire que la tribu va être bien. En fait, il est vraiment dans l'équité. Et dans l'équité, on a vu aussi dans les entreprises, c'est 90% les Maoris qui travaillent dedans. Ils n'ont pas la compétence, ils vont la chercher, mais c'est encore les Maoris qui travaillent dans tout l'entrepreneuriat qu'ils ont créé. Du coup, ils ont dit il faut que l'individu satisfait ses besoins. Si lui, il est bien, mais il va servir la communauté. Du coup, c'était intéressant. Ça a été l'ouverture avec lui. Et là, on s'est dit, ok, il y a du haut niveau, mais en fait, je vous rassure, c'est pas descendu, après, c'est monté encore plus haut. Les 4 autres inuits qu'on a vus, on a vu une maison de retraite, je vous assure, il y a 300 sur terre coutumière, une maison de retraite de 300 places, les gens du monde entier viennent payer leur loyer pour mourir en paix là-bas. Le concept, il est beau, et c'est tout ça sur terre coutumière, et c'est géré par les Maoris, l'entretien, la construction, etc. Donc vous voyez, en termes d'innovation, il y a de l'innovation. Juste peut-être pour dire un dernier mot sur cette journée-là, ce livre-là. Donc il y avait pour moi 2 leçons que j'ai retenues. Ce que tu disais, donc ce que disait Helmut, c'est si tu veux t'enrichir individuellement, là où il y a d'abord une communauté, ça va être compliqué. C'est la première erreur que tu fais. Il a dit ça mot pour mot, comme ça. Tu prends, t'es content, tu n'es pas content, tu prends. Première erreur que tu fais. Ok, bon, next. Oh, on s'est dit, ça fait mieux. Et il s'est adressé à nous, ils disent souvent, les Maoris qu'on a rencontrés, que les Mélanésiens, les gens qui sont au nord, les gens de Raguédéa notamment, on est leurs grands frères. Ils disent ça parce que dans leur histoire, ils sont les derniers à avoir colonisé, enfin, les derniers peuples à avoir habité sur cette île-là, au Galo. Et du coup, moi j'ai ressenti ça comme ça, il donnait un message en tant que pacificateur, en tant que personne issue des communautés. Il sait qu'ici aussi on a des tribus, enfin on vit en communauté. Et l'autre chose qui moi m'a marqué, et un peu en lien avec ce dessin, quelles sont nos réelles problématiques. Souvent il disait qu'on va essayer de régler les conséquences, les symptômes des problèmes, on ne va pas chercher la racine. Par exemple, quand je parlais au début des problèmes de drogue, d'addiction, l'argent ça ne résout pas tout. En fait. Et quand ils ont eu cette logique de se regrouper, créer ces limites, faire des activités immobilières, ils n'ont pas pensé que argent, ils ont pensé aussi bien-être des populations. Donc il y avait effectivement le logement, mais il y a aussi l'environnement. Par exemple, ils sont eux dans une baie qui était très polluée, et ben, ils ont mis la pression sur la municipalité pour faire attention à tout ce qui est déchets, rejets dans la mer, pour que les gens puissent continuer à recommencer à manger du poisson en face de chez eux. Et donc le message qu'il disait, c'est, j'ai entendu, c'est
you lift up where you stand, ça veut dire en gros, ça sert à rien d'aller faire joli ailleurs, commencez par bâtir de là où vous êtes. Voilà. Si vous voulez faire des projets ambitieux, appuyez-vous sur vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos parents, communauté, partez de là où vous êtes, et puis essayez de vous élever de là où vous êtes. Voilà. Après, attention au niveau du peuple maori, ils ont un traité de Waitangi. Je n'ai pas d'équivalence aujourd'hui à vous en parler par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Aussi bien les accords de Nouméa ou de Matignon, ce n'est pas un traité tel qu'ils l'ont. C'est ce qui fait qu'ils sont avant-gardistes. Dans le traité de Waitangi, il est écrit noir sur blanc, je reconnais, donc la couronne d'Angleterre reconnaît avoir spolié les terres du peuple maori et on le reconnaît, maintenant on va faire un travail ensemble. Parce que les Maoris avaient la possibilité d'avoir l'indépendance ou pas. Ils ne l'ont pas choisi volontairement. Parce que le message aussi, il était on ne pourra pas faire sans les uns et les autres. Du coup, ils ont décidé, et là-bas, ils ont aussi une bonne quinzaine de nationalités, des gens d'ethnies différents. On va retrouver beaucoup de Pakistanais, on va retrouver des Indiens, on retrouve beaucoup d'Irlandais, d'Écossais, etc., et des Anglais. Et ils ont dit non, mais par contre, le fait qu'ils aient été reconnus, ça a permis une assise pour bâtir tout ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est important de le situer, parce que je voyais ma petite borne là-bas, ils étaient en effervescence. J'ai dit non, on se calme et on va aller ramener déjà, ça va aller étape par étape. Parce que la base du traité de Waitangi, elle est bien. Et puis historiquement, un autre exemple qu'ils vont avoir, c'est que vous voyez par exemple les femmes maoris votent depuis 1870. Avec l'histoire du pays, il faut comparer ce qui est comparable. L'histoire du pays, les premiers Kanaks peuvent voter en 1956, et c'est pas tout le monde. Ce n'est qu'une partie de la population kanak, certains hommes, les femmes ne pouvaient pas voter. Donc vous voyez, historiquement aussi, c'est pour ça que moi je dis que c'est un modèle qui a 70 ans d'avance sur lequel il est intéressant de s'en inspirer pour que ce pays-là il soit tiré vers le haut et que chacune se sente bien. Parce qu'on est dans un des derniers paradis du monde, je pense. Du coup, c'est ça qu'on veut partager aussi. Mais on va avancer un petit peu pour vous laisser un temps d'échange. Vous avez des questions pour nous. Ils sont organisés comme les Kanaks. Il n'y a pas de différence. C'est très circulaire. Donc on vous a parlé de Iwi, mais il faut commencer à la base. C'est les Wanaou. Donc la Wanaou, c'est pour nous le clan en fait. Donc qu'est-ce qu'une Wanaou? C'est une famille intergénérationnelle qui sont liés par des grands-parents, des parents et des enfants. Le Wanaou a en charge de transmettre les valeurs, la langue et les traditions. C'est la cellule de solidarité et d'éducation. Et vous voyez, tout ce qui est développement sur terre coutumière, c'est les Wanaou qui vont dire au Apu, voilà ce que nous on veut développer chez nous. Et ensuite ils transmettent au Iwi, qui lui va aller à la cour Maoriland et dit nous on développe ça chaque année, tous les 2-3 ans, voilà les projets qu'on va. Ils ont vraiment une organisation par contre pour ça, mais ça vient de la base. Alors Apu, pour nous, on avait dit c'était. Alors vous avez la famille, nous l'équivalent c'est un clan, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2-3 familles parfois qui sont. Pour nous, le Apu et le Wanaou sont un petit peu liés pour nous. Et après, oui, on avait dit district, c'est à peu près l'équivalent parce que c'est le regroupement en fait de plusieurs Apu. Vous voyez, les Apu ils partagent un ancêtre commun, c'est un peu comme nous les clans. Et tout est en lien avec ton nom, ta terre, et ils occupent un territoire commun qui est le Loi, donc c'est la terre coutumière ou l'art coutumière. Et ils gèrent les ressources, les rituels, les décisions locales. Et ici, c'est lui l'entité qui va traiter avec l'État. C'est lui le symbole de l'unité, l'autorité et de l'identité tribale. Donc voilà leur organisation. Et puis, c'est très très fluide. Pour vous dire comment c'est fluide, vous avez la possibilité là-bas, si tu es capable de découvrir qui est un ancêtre qu'on a en commun, on décrète que tu es maori. Donc il y a des registres. La personne peut venir prouver que j'ai tel ancêtre, même si c'est 5-10% par 3-4 générations. Que tu veux être dans la société maori, c'est facile pour eux. Donc ça veut dire qu'ils ont des registres aussi des noms. Et ça c'est intéressant et chacun est libre d'aller s'affilier à un ancêtre commun. Ça je me suis dit, wow, ça c'est puissant. Parce que là-bas, pour nous les Maoris, moi je pensais voir des Polynésiens. Et du coup je voyais des Anglais. Mais il y a du 15%, 20%. Et ça c'est beau. Parce que c'est beau, pourquoi? Parce que la personne a le véhicule.
elle est dans son être-té, elle est maori, quoi. Donc, elle fait les rituels, elle fait ses présentations et elle est inclue dans l'organisation coutumière. Juste pour avoir la prononciation, il me semble que les WH là-bas c'est feu, et puis ils disent fin. Et du coup, l'île, ils appellent ça, le pays c'est Fenwa, donc c'est WH, mais c'est pour dire, c'est dédicace à tes origines rayatelles. C'est très proche du polynésien, du Réo d'Haïti, enfin Maori quoi. Et même wallisien. Et même, c'est polynésien quoi. Voilà. Oui, Ils ont beaucoup de. C'est des polynésiens, donc ils ont beaucoup de similitudes là-dessus. Et juste pour compléter ce que vient de dire Claire, c'est vrai que globalement, l'organisation sociale, il y a plein de choses qui ressemblent à ce que nous on a ici, chez les Kanaks. Je crois, moi qui suis des îles, on est les Grands-Jeffries, et puis les clans, l'organisation des familles. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Mais il y a quand même certaines subtilités, notamment depuis qu'ils ont créé ces fameux iwi, comme Claire disait, vous avez des droits quand vous appartenez à un iwi, mais il faut pouvoir prouver que vous êtes de ce iwi-là. Voilà. Parce que ce iwi, je ne l'avais pas dit, mais en fait, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il a servi de véhicule pour négocier avec la couronne pour de l'argent, tout simplement. Parce que là-bas, les terres aussi. Pour des terres et de l'argent, parce qu'ils n'ont pas suivi la même trajectoire que ici avec la rétrocession, tout ça, mais peut-être qu'on va en parler un petit peu plus après. Non, c'est juste pour vous dire que par exemple, si on devait encore pas comparer les deux, parce que c'est pas comparable. En Nouvelle-Calédonie, les terres rétribuées au peuple kanak, c'est 16,5% à l'heure d'aujourd'hui, avec sa superficie. Les iwi, c'est 1% des terres qu'ils ont récupérées. Mais pareil, fait par rapport à la superficie de chez eux, donc ça fait l'équivalent de chez nous, c'est immense, quoi, 1% des terres maoris, parce que leur continent est grand, enfin que leur pays est grand, mais ils sont en pleine poursuite de revendication de leurs terres. On voulait rapidement vous parler de au niveau de la sécurité juridique. On vous a dit tout à l'heure, vous avez une Maori l'intro, vous avez une loi spéciale, droit coutumier, Sénat coutumier, etc. C'est eux, c'est pareil que nous, ils garantissent que personne ne peut vendre la terre sans l'accord du groupe. Donc ils ont des bails, pareil sur eux, c'est 90 ans, des bails de développement. Comme certaines terres chez eux ne peuvent pas être cultivées parce qu'elles sont soit sacrées ou trop isolées, mais ils les vendent pour du crédit carbone. Donc ça c'est très innovant. On les paye pour préserver cet espace-là. Donc c'est vraiment des forêts d'arbres, puis c'est avec ça aussi qu'ils vont prendre l'argent des crédits carbone pour financer les projets. Voilà. Ils ont aussi l'allocation de terre, comme nous avec les GDPR ou les clans pour les îles. Les Maoris restent propriétaires et ils récupèrent les bâtiments à la fin du bail. Si vous voulez, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils sont assez calés sur un fonctionnement comme la Nouvelle-Calédonie. Et puis, ils vont les rassembler pour pouvoir lancer vraiment des projets plus grands. Honnêtement, les dimensionnements, c'est balèze, leurs entreprises, les ports, le port, ils occupent le port, mais c'est très grand, quoi. Parce que c'est le dimensionnement de chez eux. Okay. Alors, je vais avancer un petit peu. Là, vous avez parlé du Marae, là, par exemple, ce sont leurs fermes agricoles. Okay. Leur vision à eux, c'est de construire ensemble pour leur culture et leur avenir économique. Les Maoris pensent pour 200 ans minimum. Un projet n'est pas pensé pour là, à court terme. Quand ils bâtissent un projet, c'est vraiment organisé, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont aussi ne pas s'arrêter aux coutumes comme les mariages ou le deuil, mais ils vont rendre leur culture aussi économique et organisée. Chacun doit apporter quelque chose. Donc c'est soit du temps, des idées, de l'argent, des compétences. Tout le monde participe, tout le monde reçoit. Les bénéfices sont partagés dans la communauté, au travers d'un hôpital, au travers de lotissement. Donc c'est là où c'est très équitable. Mais c'est réel. Robert pourra vous dire, si vous avez l'occasion d'aller, on vous donne des endroits où vous devez aller, mais c'est réel. C'est pas que écrit sur un papier. C'est de l'ordre du ressenti, en fait. Il faut être là-bas pour comprendre. Et leurs chiffres aussi parlent. Ils ont des addictions, ils ont des gens qui sont en prison, mais le ratio par rapport à la population est très minime comparé à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est des indicateurs qui étaient importants pour nous. Voilà. Après, ils lancent pas mal d'initiatives.
Dans les 9%, quand vous a dit le chiffre de l'économie des femmes, c'est écrit noir sur blanc. Ils sont capables de vous dire l'économie maori des femmes, ça rapporte combien. Et à peu près sur les 9%, les derniers chiffres c'était 33,3%. Les femmes maoris représentent dans les 9%, donc 2520 000 milliards, ils ont 30% de ça, c'est que les femmes qui génèrent. Voilà. Ils ont des fermes en permaculture, des écoles immersives, des centres culturels, des lieux touristiques. Tout est géré par leur communauté. Donc ça, c'est pour vous présenter leur vision intergénérationnelle et comment ils visent l'économie solidaire. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont prendre d'argent et ils vont les faire travailler dans les sociétés qu'ils ont créées. Voilà. Donc ça, si ça ne vous parle, on veut vous laisser aussi un temps d'échange. On n'est pas là à l'école pour vous suggérer, mais on veut surtout aussi, si je fais cette conférence-là, c'est parce que vous voyez, ok, on a été pour la plupart chez Konyambo Nickel, on a travaillé et la majeure partie des personnes qui travaillent à KNS, on est issus de terres coutumières. Donc moi, c'était important pour moi de vous présenter ça parce que c'est possible par rapport au projet, c'est de la continuité. Maintenant, si je travaille par exemple avec Jonathan ou je vais travailler avec Prudence, ben, on va aller s'adapter à leur environnement. C'est plus simple des fois de louer un bail, mais parfois c'est pas exclu que des personnes qui ne sont pas dans les terres coutumières puissent travailler avec les coutumiers. Si, on va dire, si c'est clair et c'est stable, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit votre projet, tout le monde doit s'adapter à vous. Je ne vais pas aller vous accompagner de la même manière et la majeure partie des personnes qu'on a accompagnées, elles étaient issues soit de GDPR ou de terres coutumières. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant ce modèle parce que vous allez prendre des savoirs, des choses et vous allez les ramener à la maison. Du coup l'information elle va continuer à circuler. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre l'information accessible. Voilà. Ça c'était ma volonté, je ne l'ai peut-être pas dit en préambule, mais c'est possible aussi de construire sur terre coutumière. On est d'accord avec certains préalables, mais il faut le faire pour nous, nos vieux et nos enfants. Si ce n'est pas nous qui le faisons, il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Donc, et puis une dernière chose, on a parlé et reparlé de l'après-nickel. L'après-nickel, il fallait le bâtir il y a 15 ans quand il y avait l'argent du nickel. Aujourd'hui, quelle filière concrète on va devoir développer dans la mesure où le nickel va s'estomper. Parce que tant que l'Indonésie joue au chat et à la souris, je peux vous dire qu'on va casser les prix. Donc vous voyez, le nickel c'est aussi très instable. Donc c'est pour ça que cette conférence-là, elle a lieu. Je peux donner une petite anecdote sur la slide d'avant. Sur la partie modèle économique, qu'est-ce qui est possible. Donc, Claire, elle disait location de terre. Ici, ça se fait aussi avec GDPL. Ici, à Baco, par exemple, il y a des projets qui se font, il y en a d'autres. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Petite anecdote, c'est les photos que vous avez vues juste après, c'était à Taolanga, ville portuaire. On roulait dans une espèce de. On était dans le bus, du coup, on était combien dans le sud? En tout, avec leur équipe du MFAT, on était 40. Une quarantaine, voilà, dans le bus. Et puis on passe dans une espèce de zone industrielle où il y a des concessionnaires auto, puis à un moment donné on passe devant un concessionnaire Tesla avec vous voyez la marque de véhicule électrique de Elon Musk. Et puis il y a une dame, je sais plus qui c'est que j'ai entendu dans le bus, mais on nous a dit qu'on allait visiter des tribus. Et le guide il répond, mais en fait vous êtes à la tribu. La tribu avec des entreprises, des maisons de retraite, des concessionnaires de voitures, véhicules électriques, des sociétés qui font de l'innovation. Et juste là, voilà la photo qui était là, la mamie qui nous a fait la mamie Maroc qui nous a fait la visite de la ferme, c'était une ferme de permaculture. En fait, en même temps, elle dégote et nous fait la présentation, mais elle roule en Tesla modèle Y. C'est un modèle qui coûte 12 millions. Voilà. Et ce modèle-là, elle l'a acheté juste en bas, dans le concessionnaire de sa tribu. Voilà. Parce que je lui ai demandé, je dis, moi j'aime bien les voitures électriques, je suis dans la mobilité aussi. J'ai dit, mais ça vient de votre voiture? Ah, mais ça vient d'en bas. Du coup, la tribu. C'est pour bien un peu le niveau de choc. Je dis pas qu'il faut acheter du Tesla ou quoi que ce soit, mais simplement. Moi j'ai eu
oui, erreur de système dans ma tête. J'ai dit, mais il se passe quoi là en fait? On est où? Et c'est quoi? Pourquoi elle fait ça? C'est dans le même registre, je vous garantis que tout tourne autour de cette structure. Je veux dire, vous pouvez avoir des entreprises, vous pouvez avoir des maisons, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais le poteau central de leur organisation, c'est le Malaï. Elle est au centre de tout. En fait, elle est immergée au milieu de la Iwi. Et en fait, ils construisent autour d'elle. Ça, c'est beau. Qu'il y ait des zones industrielles, des fermes, vous allez toujours trouver un Malaï. Cet espace-là, il est différent selon, je pense, les aires coutumières, etc., mais on en voit partout. Des sculptures avec des représentations, des symboles, on les voit partout, même dans les zones industrielles. Et ils nous expliquaient, voilà, ça représente ça, ça représente ça. Ils ont un peu les mêmes chiffres que nous, 8, 3, c'est du symbolisme. C'est beaucoup 3, corps, esprit, âme. 8, alors j'ai oublié de leur demander le 8, il correspondait à quoi? Parce que moi ça me parlait, parce que 8 heures coutumières, 8 flèches fêtières. Je me suis dit, aussi j'ai oublié, je redemanderai à l'un d'eux par mail, parce que ça me trottait dans la tête. Mais voilà, ils sont beaucoup, tout tourne autour du Malaï. Et personne ne rentre ici tant que madame, elle a pas dit, allez, vous restez là. Ok? Ça c'est véridique. Okay? Et la dernière petite histoire, après je laisse continuer. Justement, dans ce Iwi-là, il y a 2 dames qui travaillent pour le Iwi. Et Iwi a des salariés. Et quand on disait qu'il n'y a pas que l'économie, il y a aussi le côté social. En fait, ces 2 dames, je discutais avec elles, je leur ai demandé, mais c'est quoi votre travail ici? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? En fait, c'est 2 dames qui aidaient les parents à gérer leur budget. Puisqu'ils ont, comme ici, des problèmes aussi dans l'addiction. Il y a là-bas tout ce qui est jeu, casino, c'est pas réglementé comme ici, donc il y a un peu ce fléau-là avec le jeu d'argent. Et du coup, il y a 2 permanentes qui en fait donnent des cours aux mamans ou aux papas pour ne pas dépenser tout l'argent du foyer dans les jeux ou dans l'alcool. Et donc il y a aussi ce côté social communautaire qui est très très fort. Moi j'ai demandé aux femmes, c'est pas vos loisirs en fait, parce que si tu as un emploi, tout tourne autour de l'artisanat. Beaucoup de construction avec des fibres, bijoux, des jupes, vraiment des tenues, ils sont beaucoup dans ça. On m'a dit, voilà, mon loisir c'est ça, avec les enfants. Du coup, beaucoup d'artisanat. Les enfants, dès qu'ils ont du temps libre et qu'ils sont ensemble. Alors, là aussi, on va être transparent avec vous. Vous avez vu ça, c'est notre Iwi. Là aussi, non mais elles sont magnifiques. Exemple de gouvernement, de développement par rapport à la gouvernance collective. Voilà, les projets de logement, on vous a parlé, les exploitations agricoles ou forestières, l'écotourisme et les Malaïs ouverts aux visiteurs, les centres de formation et d'apprentissage en langue et culture maori. Ça, c'est des exemples de développement. Ils ont aussi des partenariats modernes avec des entreprises ou l'État pour le développement économique, mais c'est eux qui gardent le contrôle. Voilà. Et puis, ils rebénéficient de la restitution des terres, et des fois, ils ont des compensations via le fameux traité de Waitangi dont on vous a parlé. Donc, il y a des compensations. À Marais, par exemple, ils m'ont dit, oui, mais Claire, nous, on ne peut pas, etc. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très transparente. Je pense que pour ceux qui me connaissent, c'est clair ou c'est pas clair. Je ne vais pas aller vous dire c'est juste ou c'est pas juste. Par contre, je peux vous dire que, ok, il y a eu de l'argent qui a été donné pour développer des projets ici. Donc, me dire qu'il n'y en a pas eu, j'ai dit, je suis désolé, non, je ne suis pas d'accord. Donc ça, il faut remettre aussi des fois les pendules à l'heure, parce que dire tout ce qui ne va pas, ça c'est un fait, mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait comme solution? Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Donc il y avait des gens qui m'ont dit, oui, mais nous, on n'a pas eu des compensations. Je dis, oh là là, attends, moi je peux te faire une liste. Hein. Ce matin, il y a quelqu'un de la DDE qui nous a dit des projets à 100 millions. Donc ça, je suis désolé, mais ça ne tombe pas du ciel, quoi. Donc il y a eu, pour nous ici, des choses qui ont été faites. Il faut remettre aussi, je dis, les pendules à l'heure. Ils ont des enjeux comme nous, ça, faut pas se mentir. La multipropriété, une même terre peut appartenir à des centaines de descendants, ça complique. Ils ont les mêmes problématiques que nous. Mais comme ils sont dans un leadership et des valeurs arrêtées, leur gestion de conflit est plus facilitante qu'ici. Okay, ça va voir un petit peu après. Ils ont la pression foncière parce qu'il y a une croissance urbaine et industrielle qui est en conflit avec des valeurs culturelles. Au niveau de la reconnaissance des droits aussi, c'est encore inégal selon les régions. Bien que les tribus aient gagné du poids,
c'est un travail, comme ils nous ont dit, c'est en constante évolution, hein, c'est pas figé. Ce qu'on vous présente, c'est pas figé. Je vais avancer encore un petit peu. Alors, partout où on a été, voilà le socle des valeurs chez les Maoris. Donc vous avez le capital humain, le capital de mère nature, c'est on va dire le capital de production et le capital culturel. Donc tout tourne autour, toutes les entreprises tournent autour de ces trois maîtres mots. Bon, je ne vais pas dire par respect pour eux, et tout ça pour vous dire, la première, c'est tout ce qui atteint la gestion des terres et des ressources, la protection de la gestion responsable. Les Maoris se considèrent comme les gardiens de la terre. Donc ça, c'est pas différent de chez nous, chez les Wallisiens ou chez les Tahitiens ou d'autres peuples, pays d'ici, du Pacifique. Eux, leur rôle, c'est de préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Donc nous, c'était assez cohérent, parce que c'est ce qu'on a dans les bases de l'identité kanak. Ensuite, le deuxième, c'est d'établir des relations durables. C'est l'ensemble des liens de parenté, de solidarité, d'appartenance. Je vous dis leur registre. En termes de généalogie, c'est précis. Ça, c'est aussi un exemple. La manière dont les relations se construisent, s'entretiennent, donne du sens à l'identité individuelle et collective. Et puis, le dernier point de leur socle des valeurs, c'est la prise en charge des familles et des communautés. Donc, c'est le principe de prendre soin des autres avec respect, hospitalité, générosité. C'est dans ce sens-là que Robert disait qu'on a été accueillis comme des... Ils n'avaient pas peur de nous par rapport aux émeutes, ils n'avaient pas de jugement. Ils nous considéraient dans notre être pris, qu'on soit café au lait, plus métis que black. Et ça, on a apprécié. Ou tout simplement occidental. Ils nous ont pris chacun pareil, en fait. Il n'y avait vraiment pas de jugement. Voilà. Donc ça, c'était important pour nous de reposer le cadre. Parce qu'en fait, tout leur modèle économique est appuyé sur ça. Donc nous, ici, on a la Chambre du peuple kanak. Où là-dedans, les bases de l'identité kanak, tu es gardien de tout ce qui est trait au végétal, au minéral, à l'animal, c'est assez similaire. C'est ton nom qui détermine ton lien, c'est assez similaire avec eux. Maintenant, à nous à retravailler un peu là-dessus, à le remettre en socle commun. Parce que j'ai envie de dire à Robert, parce que je dis à Robert en revenant de là-bas, je dis Robert, que tu sois en terre Djéou, en terre Haute-Mawak, ou à Ngalo, ou Païti Tchemouni, ou Kharenkou, mais je veux dire, l'identité kanak, elle est la même. Nos rituels, nos façons de faire la coutume est certainement différente par rapport au climat, par rapport à différentes choses. Mais la base de l'identité kanak, c'est ton nom, c'est ton lien interne. Tu es gardien, c'est toi qui en charge de sa préservation. Et du coup, je me suis dit, devoir peut-être recréer du lien et du lien entre nous. En revenant, oui. Ouais, sur cet aspect-là, c'est vrai, central, à chaque fois, il le rappelle quand on est accueilli dans les Iwi, dans les 5 Iwi où on est passé, le sens de l'accueil, déjà, je crois que moi j'ai dû prendre 5 kilos juste en. Parce qu'en fait, vous ne venez pas comme ici avec un geste, vous venez, vous, et eux, ils vous accueillent, donc ils vous nourrissent, et il faut manger, quoi, parce que c'est copieux, enfin, je veux dire, l'accueil polynésien, mais vraiment, j'étais choqué de la. Ils soignent vraiment leurs invités. Ah ouais. Et l'autre chose qui m'a marqué aussi par rapport à cette deuxième valeur-là, pareil, je ne vais pas dire le mot parce que je vais écorcher, mais c'est. Il y a vraiment ce côté de recréer du lien entre les fanaux, les clans, les familles. Et on a eu la chance de participer à Hamilton, qui est une ville au milieu de l'île du Nord. Du plus grand événement de rassemblement de la culture maori, du coup. Et on a été accueillis par la reine des Maoris, qui sont une reine. Et à ce moment-là, donc, il y avait, si vous voulez, c'est un événement qui a lieu dans une espèce de grande salle. On n'a pas d'équivalent ici, mais l'équivalent d'un zénith pour ceux qui connaissent en France. Hein, c'est une espèce de grande salle pour des événements. Et donc il y avait des chants toute la journée, des danses, des gens qui racontaient la généalogie. Puis c'est des partages en fait, comme une énorme cousinade, mais avec 5000 personnes au même endroit. Du coup, en termes de dimension, c'est assez impressionnant. Et l'artisanat, pour leur artisanat, était la journée vendée, ils avaient 200 stands d'artisanat dans tout le domaine. La pierre de Jacques, les
senteurs, enfin tout est. C'était assez impressionnant en termes de dimensionnement pour nous. Et c'est beau surtout. Et du coup, la valeur, vous pouvez aller voir sur la page de la Coupe Média, on a fait un petit reportage là-dessus, quand on a aidé. C'est vraiment ça, ce côté lien entre les gens. C'est que les gens, il y a cette solidarité, et puis il y avait beaucoup de chaleur humaine quand ils partageaient un petit peu leur histoire de leur ancêtre, tout ça. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et le soir, du coup, il y avait un repas pour clôturer. On nous en fait honneur, on a fait un petit geste symbolique de respect avec la reine des Maoris. Personne n'a le droit d'approcher la reine, sauf ses gardiens, elle. Et là, comme ils l'ont dit, mais il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie, Kanaki, veulent te donner un geste coutumier. Et là, elle a accepté de nous recevoir, mais ça se fait pas. Chez les Maoris, on n'approche pas la reine comme ça. Du coup, nous en fait l'honneur de recevoir le geste coutumier, la main du bonjour, et puis deux choses comme une sculpture qu'on avait inventée. Elle a fait elle-même de ses propres mains, c'est un frère de Goya, le fils de Arnaud. C'est lui qui a pu, je vous montrerai une photo, parce que quand il se salue, en fait, on aurait dû le faire, mais lui il est dit. C'est je te vois, c'est-à-dire que c'est ce point central. Donc elle a pu faire ça, mais ça ne se fait pas ça chez les Maoris. On ne s'approche pas de la reine. Du coup, c'était un honneur pour nous, mais même El Farité a dit c'est un honneur qu'elle vous fait là. Du coup, t'es content. Arnaud, il a donné le geste, après il s'est mis à 3 mètres, parce que les gardiens de la reine, ils font 2 mètres sur. Oui, voilà. Du coup, il s'est dit peut-être qu'il vaut mieux que je reste un peu loin. On va avancer un petit peu, parce qu'on est gardien du temps aussi. Alors, comme on aime les chiffres, ok, l'objectif du forum aussi, c'est de trouver des voies pour. Alors, attention aux idées, moi j'attends pas qu'à la fin de ma journée vous sortiez là avec des projets tout finis. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a du temps aussi de travail après qui va rester. Et puis, c'est déjà des graines, c'est de le penser. Les chiffres, voilà, il vous a dit tout à l'heure, Robert, c'est une croissance soutenue depuis 1980. La production est passée de 17 milliards de dollars, ok, en 2018 à 32 milliards en 2023. Donc regardez l'expansion en quoi 5 ans. Donc de 17, ça a presque doublé quand même. Et voilà, ici vous pouvez voir aussi. Alors cette présentation-là, je vous l'envoyer par mail. Donc pour tous ceux que j'ai une adresse mail, j'ai pas de souci avec ça. Là vous allez voir surtout les thématiques d'activité dans lesquelles ils sont. Donc on le voit en billions, alors moi billions je ne saurais pas, milliards, voilà. Mais ici c'est la lecture, c'est le nombre de milliards par secteur d'activité. Donc après vous retrouvez ces chiffres-là, mais c'est très transparent, c'est-à-dire de pas. Ah vous avez des gens, vous voyez, qui sortent de la bourse c'est où Wall Street? Wall Street, les mecs ils sont là, ils vous présentent des chiffres, un truc de malade. Ah, moi j'ai dit le premier truc, j'ai dit, faut que je trouve du budget pour qu'ils viennent faire les chiffres ici. Ah, mais les mecs, on dirait dit Harry Potter. Et puis ils vous présentent tous ces chiffres. Ah bon, ils sont jeunes, on voit que c'est des gens qui sortent de la bourse, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Peut-être un mot là-dessus, Claire. Ce qui est important, c'est le secteur primaire. C'est les services. Auparavant majoritaire. Donc c'est les kiwis, c'est le beurre, c'est tous les produits d'agriculture. Oui. Et en fait, depuis 2 ans, le secteur des services, comme vous voyez ici, les scientifiques et les services, ils ont explosé. Et comme disait Claire, dans les kiwis dans lesquels on était, on avait. Il y en a un où il y avait des jeunes qui étaient là, qui nous filmaient. Il y avait 2 jeunes, ils devaient avoir 13-14 ans, des ados. Et puis en fait, à la fin de notre visite, ils avaient déjà monté le film, ils avaient publié déjà sur les réseaux. On fait ça pendant qu'on était en train de faire l'atelier. Reconnectez-vous à vos ancêtres. Parce que voilà, ils avaient une agence de communication dans le Liwi déjà intégrée dans le truc. C'est pensé. Non, mais je vous assure, l'atelier qui nous a filmé, c'était ça, c'était l'histoire de la bataille et puis la reconnexion à vos ancêtres. Et on s'est dit à ce moment-là, c'est peut-être pas nous, entrepreneurs, qui auraient pu aller là-bas. Sinon, on est déjà dans l'action. Vous auriez dû envoyer les loyalistes et les indépendantistes. Et on se reconnectait un peu. Non, mais sérieux, on s'est dit ça à ce moment-là. Ok, c'était très fort.
Et au final, vous savez, là-bas, il n'y avait pas d'étiquette. Voilà, le directeur de la CCI, il était avec nous, le MEDEF, toutes les chambres consulaires, on était ensemble. Il y avait les membres du gouvernement d'Alcide Bonga. Il n'y avait pas de couleur. Ah, c'était javanais, blanc. Il n'y a rien qui dit, moi j'ai des marques de France. J'ai arrivé chez lui il y a 3 ans, on a dit, mais c'est tranquille, c'est bon, c'est un problème. Mais à la fin, on était tous une bande de poteaux, quoi. Voilà. Là, on s'est dit aussi là-bas, c'est peut-être les politiques, ils auraient dû envoyer en reconnexion à eux-mêmes là-bas. Non, je rigole. Okay. Mais bon, des fois, je rigole pas trop non plus. Les Maoris, donc, on avait dit tout à l'heure, 19%, ça c'est des chiffres, ok. Au niveau d'actifs Maoris depuis 1980, donc, les actifs sont passés de 69 milliards de dollars à 126 milliards de dollars. Donc ils ont près de 24 000 entreprises qui appartiennent aux Maoris. Ici vous pouvez voir aussi toujours en milliards, les collectivités, c'est 41 milliards. Les self-employés, alors je ne sais pas comment je pourrais dire ça, entrepreneurs. Auto-entrepreneurs, donc c'est 20 milliards. Et vous avez les employés, ceux qui sont employés de structure représentent à eux cette partie-là. Donc voilà, en fait, ce qu'on avait vu là-bas, c'est Berl Analysis. Donc si un jour vous avez des pièces à donner, moi je vais faire venir Berl ici pour tous les chiffres de l'économie du pays, quoi. Ah, mais ce cabinet-là, c'est des fous. Je crois qu'eux m'ont marqué en termes de compétences. Et quand bien même ceux qui me connaissent savent que moi, la compétence, c'est limite ma meilleure amie, quoi. Au niveau aussi, voilà, vous voyez des chiffres. En termes de les postes qu'occupent les Maoris, on ne les retrouve pas que à des ouvriers employés. On voit qu'ils sont beaucoup sur l'encadrement et puis des postes de direction. Par rapport aux 850 000 habitants. Alors, M. Anglais, tu peux, s'il te plaît? Haute qualification, okay. 48 000, les qualifications normales, on va dire. Et puis d'ouvriers employés. Mais c'est intéressant que les qualifications, en fait, c'est presque équivalent aux ouvriers employés, quoi. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est lié vraiment au fait que quand ils ont eu notamment l'argent, le gouvernement, suite aux négociations, ils nous disaient qu'ils avaient beaucoup misé sur l'éducation. Ils ont envoyé beaucoup de jeunes à eux, à Harvard, dans les plus grandes universités du monde. Ils n'ont pas hésité, en fait, à investir sur leur jeunesse, sur l'éducation. Puis ces jeunes-là, contrairement à souvent à ce qui se passe ici, malheureusement, ils sont revenus sur leur pays pour développer leur terre. Alors, ils nous ont parlé d'un truc, le telling story. Ils ont dit, vendez votre histoire, parce que les gens sont friands de ça. Alors, avant de dire vendez votre histoire, donc ils sont beaucoup dans la narration, qui considèrent ça comme un levier économique très fort. Mais c'était pas ça le. Oh. Attention. La narration, c'était pas. En fait, ils ne voulaient pas nous dire vendez votre histoire comme ça, mais ils nous parlaient plus en confiance en soi. Ils disaient qu'on a souffert comme tout peuple. Ça, on a aimé aussi ce discours-là. Vous avez souffert. Nous, on a souffert. Là où on a été à la bataille, c'était plus de 150 morts dans des fosses où. La fosse, il y a 50 morts dedans, ils ne savent même pas les noms. Il y en a qui gisaient dans le lac. Ils ont dit, voyez, nous, on a souffert aussi comme vous. Mais à un moment, soit on en fait une forme, soit on garde la cicatrice ouverte. Donc c'était ça leur message pour la narration. Alors la narration, je ne peux pas faire comme eux parce qu'avec beaucoup de respect, mais qui je suis Claire Niporozekwa de la Andialo, de la tribu de Niaria, district de Waray. Je suis assise et mariée coutumièrement dans l'air Haute-Maroc. Mon totem, c'est le nain, parce que voilà, c'est le nain que j'aime beaucoup. Et puis, mon cours d'eau, c'est la Néoué, qui va rejoindre la Tue, et puis elle va aller se coucher à la Néoué en terre Haute-Maroc. Si vous voulez, voilà la narration chez eux, c'est ça, mais en chant. Ils parlent par rapport à leur cours d'eau, à leur oiseau, puisque c'est vraiment le totem oiseau. Et ça, c'était juste puissant, quoi, parce que c'est comme je dis, c'est dans les clips, quoi. C'est qui je suis, mais je te le partage, quoi. Et puis nous, on voulait répondre. Et on répond à notre manière. Et vous voyez la complexité pour le pays, c'est qu'avec les 8 terres coutumières, les 33 langues, etc., il fallait qu'on trouve quelque chose en commun. On est parti sur le Djirou. Oui, parce qu'il fallait répondre. Et là, on
encore une fois de plus, on a vu que toute cette provenance, qu'elle venait de France, de Haute-Maroc, de Anguiaro, etc., de tout le pays, ben, on a trouvé un terrain d'entente. Parce qu'on a dit, on va leur répondre. Avec le pilou, on va leur répondre avec des champs, mais il fallait trouver un terrain commun. Ah, on a foutu tous les blancs là aussi aux chansons. Tiens, Négolé, Négola. C'est ça, il n'y avait pas que Djiro, il y avait Négolé aussi. Mais. Ah, Titi Ouachaï. On voit toujours les gens du film. Mais je me dis que peut-être il va falloir trouver une dizaine, voire une quinzaine de choses qui peuvent être communes. Vraiment. Mais franchement, c'est. Mais c'est vrai que c'était tellement puissant que ouais, ils ont réussi à me refaire danser le wedge. J'avais pas dansé depuis que j'avais 5 ans. Du coup, j'ai tous les gens de ma tribu qui se sont foutus de ma gueule. Mais c'est pas grave parce que voilà, ça venait du cœur. Quoi. Du coup, c'était puissant. Mais on va avancer un petit peu, quoi. Puis ça allait terminer un peu. Il va nous rester 1 heure dehors un peu ensemble à partager encore. Et puis aussi, je vais laisser la parole à quelqu'un rapidement, 2 minutes. Pour récapituler un peu le modèle économique maori, on est sur une innovation du foncier. Alors on dit beau long, hein, parce que c'est long, 90 ans. Ici, c'est sur des beaux de 25 ans. L'esprit entrepreneurial et la professionnalisation, on le voit dans leurs chiffres, hein, dans les qualifications qu'ils occupent et du nombre d'entrepreneurs qu'il y a. L'importance de la culture. Okay. Moi, je suis revenu, je suis en train de apprendre 3 langues, parce que entre mon père, ma mère, mes enfants, mais la langue, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est la base de tout. C'est ce qu'ils nous ont dit là-bas. Mais pas que, ça a juste réveillé un truc qui était là en fait. Le PIB, et que les Maoris représentent 19%. Alors, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas aller là-dedans, parce que je pense qu'on a déjà discuté tout à l'heure de là-bas. Et que vous et moi avons tous compris qu'il y avait un gros travail d'accompagnement de nos gens. Lorenza, tout à l'heure, elle a dit résilience, gestion de conflit, il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai envie de vous dire par rapport à chez les Maoris, c'est ça mon message pour chacun de vous. Chacune qui œuvre avec des personnes en milieu coutumier, il faut travailler l'ego et il ne faut pas vouloir aller contre eux parce qu'au final, j'ai envie de vous dire, si vous maîtrisez ce qui vous fait peur, ce qui vous rend en colère, la tristesse, c'est normal de la ressentir. Mais si vous maîtrisez ce qui vous rend en colère ou vous fait peur, le fait, c'est de ne pas aller aussi en conflit avec eux, ça ne sert à rien. Mais maintenant, il va falloir trouver un terrain d'entente pour que chacune soit épanouie dans l'environnement qu'il occupe. Moi, je suis revenu avec de l'espoir après le 13 mai de là-bas. J'ai même dit, j'avais jamais pensé à quitter mon pays, si je devais aller vivre, ça serait là-bas. Alors, il fait froid, mais j'étais moins surprise parce que je pensais que j'allais trouver des bananiers, des tarots, mais ça, il n'y a pas là-bas. Ben oui, c'est 12 degrés le plus haut. Donc ils ne peuvent pas cultiver. Donc ça, c'était un choc pour moi. Je me suis dit, je vais dans l'Océanie, je vais aller découvrir des produits. Ah, mais il n'y a pas de taro, il n'y a pas d'igname. Ils ont des bananiers, mais ils ne fleurissent pas. Enfin, ils ne donnent pas de fruits parce qu'il fait trop froid. Ça, c'était pour moi un choc au niveau de leur nature. Par contre, ils ont beaucoup d'arbres sacrés comme ici. Ils ont vraiment plein de choses qui sont similaires au pays. Leurs produits phares, c'est beaucoup la citrouille et la pomme de terre. On va travailler dans tout. Pour faire des comparatifs toujours à chez nous. Et puis, moi je vais donner ma petite fin pour vous laisser 5 minutes à vous si vous avez des questions. Et puis Robert, le dernier jour, le ministre des Affaires étrangères maori, donc un maori, âgé de 83 ans, c'est juste que vous aviez l'impression qu'il a 60 ans, d'accord, il arrive, je ne pourrais pas redire son nom, peut-être lui ici. Et puis, sa conclusion a été la suivante que je vais partager avec chacun de vous. On s'abrite trop sous les arbres que nos vieux ont plantés. Vous avez la responsabilité d'enraciner des arbres plus forts et plus justes, sous lesquels vos vieux, vous, vos enfants, allez vous abriter dessus. Donc voilà le message du ministre des Affaires étrangères maori pour nous. Donc moi, le dernier jour, il m'a fait pleurer parce que ça voulait tout et rien dire. Donc oui, on est acteur. Oui, des fois, devant vous, vous ne savez pas par où commencer. Mais aujourd'hui, on peut vous accompagner si vous vous entourez des bonnes personnes. Et puis, oser. Oser, puis après, on arrête de dire, lui, lui, c'est valable, une Tesla à 12 millions, il y a pas. Je devrais dire, je suis trop content de Paul Frère.
que de dire je suis content. Parce qu'ici, nous savons, on sait faire. Donc si chacun est épanoui et satisfait ses besoins, je pense qu'on peut retrouver un système plus juste et équitable. Voilà pour ma part. Moi, c'est une belle conclusion. Peut-être juste moi, en termes de conclusion, c'est vrai que voilà, on a été. Moi, c'est un voyage aussi qui m'a marqué, comme Claire. On a eu la chance de participer. Moi, j'y allais en fait au titre, à mon titre en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour la ZPE que j'avais rejoint du coup récemment. Et le ministre, c'est vrai, j'ai eu la chance de manger à la table du ministre. Il a demandé est-ce qu'on avait appris des choses de la mission, forcément, parce qu'on vous a raconté. On a dit oui, beaucoup. Et il nous a dit un petit peu ce que vient de dire Claire, c'est-à-dire qu'il faut que ça serve, pas que ça reste d'être mort. Donc, quand Claire, encore une fois, je te remercie de prendre l'initiative, elle a dit il faut faire maintenant ce qu'on a dit qu'on allait partager, on le fait. Voilà. Et sur la culture, moi aussi, ça m'a aussi marqué. La langue notamment, moi j'ai grandi à Nouméa, je parle le Djibo mais pas très bien. Donc on a lancé cette initiative de créer une application en Djibo. Je ne sais pas si vous avez passé, mais ça fait écho en fait à ce voyage aussi là-bas en Nouvelle-Zélande, dire pas qu'on ait peur de revendiquer, dans le sens pas pour exclure, mais au contraire pour être solidaires entre nous puis avancer. Voilà. Donc merci pour votre attention. Et si vous avez des questions. S'il y en a qui ont des questions, après pas forcément en micro, mais parce que c'est pas en extérieur. Des réactions, des questions sur lesquelles on peut vous éclairer. Ou d'abord s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on était bon. Des réactions tout simplement. Ou que l'on vous a endormi. Oui, vas-y François. Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais dire merci. Je ne participe pas à une politique politique. Moi, je suis mariée avec un garçon de Royaume. Et je connais mon histoire. Je sais que c'est les politiciens qui ont donné la parole de Dieu à Marie. Il faut vivre sur la bonne terre. Et il faut connaître son histoire pour connaître la vie. Et je reconnais l'importance de la place dans une nation. Je n'ai pas besoin de l'inscrire dans un traité, dans un accord. C'est mon cœur qui porte. Et je dis merci. Merci pour ce commencement. Parce qu'il y a un espoir. Il est étranger. Mais encore faut-il se lever et déployer. Et je pense qu'il y a une étape aussi de réconciliation, de reconnaissance et de réconciliation, d'humilité. Donc, simplement, merci. Merci. Merci, Claire. Merci, Robert. Parce que c'est encourageant de voir la vie sociale et surtout les cas. Donc voilà, je voulais dire bravo. Monsieur Lévy ou Monsieur Boyoua? Non, mais moi, ça y est, je demande les gens de faire des retours. J'ai une question donc là.
Les structures, c'est carrément des structures, Alors, c'est des structures familiales ou des structures, Qui font quoi, mon ami? les structures maoris que vous avez vues. Moi, je suis arrivé en cours. Oui, vas-y, quelle est ta question? La majeure partie des projets portés par le peuple maori, est-ce que c'est au niveau de l'artisanat principalement, le culturel, voire l'industrie aussi un peu plus comme nous on le voit ici, mais c'est perçu différemment en fin de compte. Mais alors, si je peux, Miguel, donc, du coup, tout ce qui est développement sur terre coutumière, c'est le Wanao, donc c'est vraiment la famille intergénérationnelle qui va remonter des besoins au Abu et à la Iwi. C'est un peu similaire chez nous. Après, la deuxième partie de ta question, ils sont dans tous les secteurs d'activité, hein, on le voit ici. Ils sont aussi bien de l'agriculture, là tu le vois en représentation par milliard. Donc ici tu vas avoir la lecture du nombre de milliards. On voit que les 5 dernières années, c'est beaucoup les services et voilà, les supports et services, donc numériques. Du coup, le modèle Maori par rapport au Maori Business, ils vont être principalement voilà, dans l'agriculture, alors c'est monsieur Anglais là, Real Estate, l'immobilier, la santé, je dis, il y avait des hôpitaux dans les tribus, quoi. Tu vois, donc ça c'est beau. Comme Nounou l'a dit, ça à l'aise. C'est bon, j'avais répondu à ta question. Un peu, mais c'est les structures. Oui. Je dis ça juste la famille, comme ça. Le mois dernier, j'étais en Indonésie. Ah oui, c'est vrai. C'est le 8e déplacement que je fais en Indonésie aussi, en partenariat avec le consulat d'Indonésie. C'est pour voir le système économique qu'eux, ils ont développé là-bas depuis des décennies. On entend parler de l'Indonésie plus récemment par rapport à ici, on est dans le bâtiment, on connaît pourquoi. C'est notre principal concurrent du monde nickel. Mais je peux vous dire que l'économie, avant que le nickel il émerge là-bas, c'était pas l'industrie. Là-bas, c'est que des entreprises familiales de type coopératif qui ont porté toute l'économie indonésienne, je dirais, les 80 dernières années. Et je dis ça aussi, il y a des petites sœurs qui sont avec moi, là, qui sont arrivées de Canada. Cette année, on a refait venir un vieux d'Indonésie pour montrer comment faire des maisons en bambou. Et c'est surtout amener au Canada cette vision-là qu'avec les matériaux du coin, là, tu peux construire une maison à moindre coût, avec des méthodes traditionnelles que ce vieux-là, M. Sucuri pour le citer, c'est 5e fois qu'il vient au Canada qui nous est donné, et surtout au Canada. Mais sauf que nous, on n'a jamais fait, après 5 sessions de formation, il n'y a pas une seule maison en bambou qui a été construite au Canada. Mais le temps d'adaptation, monsieur. 5 ans, 5 fois. Ça existe quand même, on va prendre le temps. La première fois, c'était 2019, ma petite soeur. Oui. Mais vous savez, comme je dis à tous les fois, il y a des frères, Fanny et Alphonse, ils sont venus. Et eux, ils ont vendu la première maison qu'ils ont faite. Juste pour citer, c'est qu'à Dieu, nous, ça fait 5 sessions, on n'a pas sorti de maison en bambou. Il y a des grands frères, ils sont venus de Wailou. Ils ont suivi la dernière formation, ils ont déjà vendu une maison en bambou. Pour dire qu'il y en a qui percutent plus que d'autres. Il y en a des autres qui se la jouent vraiment cool en Canada, qui Nouvelle-Calédonie. Et puis ils vivent dans le paradis. Comme je disais encore certains ce matin. À Kinshasa, tu vas comprendre c'est quoi le premier faire. Parce que le mois dernier, quand j'étais à Bornéo, au fin fond de Bornéo, dans une tribu, ils n'ont rien du tout. La misère, elle est là. Quoi. Mais les gens, ils ne se plaignent jamais. Et la résilience et les personnes pour faire ce qu'ils ont à faire, ben moi, j'invite beaucoup du pays aussi à aller voir. Peut-être les frères maoris, peut-être les frères en Indonésie aussi. Et pareil là-bas, ils sont un peu dans le même système que nous. Il y a des propriétaires terriens, il y a des accueillis et des accueillants. Et moi, j'ai rencontré le numéro 1 du chocolat indonésien, parce que je suis dans cette filière-là en ce moment. Mais il a développé sa structure en fin de compte avec un gars qui avait les terres, avec 5 de ses frères, et un autre qui avait du fric et qui avait suivi une formation en chocolaterie. Ils ont créé ce qu'on appelle des coopératives agricoles et chocolatières café. Et le propriétaire terrien, il a ouvert 100 hectares de son domaine avec 4 de ses frères pour installer des gens qui n'avaient pas de terre. Donc ça rejoint un peu ça. Mais moi, je t'accompagne pour une prochaine conférence sur le modèle indonésien, là où tu veux. Sous ce format-là. Non, mais regarde, je vais terminer dessus parce qu'il y a plein de questions. Oui, voilà. La prochaine fois que vous allez là, Oui. invitez toute la salle. Tu veux j'allais où? En Nouvelle-Zélande, moi. Oui, d'accord, déjà, j'ai allé à Wawils. En tout cas, j'ai vu là-bas en exercice. je remercie la petite soeur encore pour tous les trucs que j'ai échangés.
C'est encore une fois de plus, il y a des gens qui sont payés pour ça. Oui. Donc, putain d'institution, ça c'est pas moi à moi. Voilà. Les gars, Malheureusement, ils sont pas là aujourd'hui. tes remerciements là, moi je vais les adresser, puis je pense que tous ceux qui veulent s'associer à moi, je vais les adresser à cette dame là qui est en tricot rouge, parce que c'est elle, on peut dire ce qu'on veut, c'est KNS, c'est son CE, c'est le CE dans sa volonté de poursuivre l'accompagnement de ces gens qui sont des anciens employés. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, puis mardi, et mercredi, puis il va y avoir encore 2-3 journées en accompagnement individuel, parce que là j'arrive à cerner d'autres besoins, mais c'est grâce aussi, il y a un commanditaire toujours. Donc moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour le CE, parce qu'ils me font confiance, c'est pas la première édition, il y a derrière un travail, mais on a une vision partagée, c'est l'après-Nickel. Parce que je vous le dis, ça fait 15 ans j'entends parler de l'après-Nickel, que je sois avec des coutumiers ou des entrepreneurs ou des grosses entreprises, mais concrètement qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Donc je pense qu'on va continuer pendant les 10-15 années. C'est un chantier de 15 ans, moi je pensais qu'on voulait implémenter ça ici au pays. C'est 15 ans de chantier. C'est pas bon. Donc il faut s'accrocher. Puis là j'ai plein de jeunes que je regarde avec beaucoup de... Quelle aide? Regarde-moi. Non mais voilà, j'ai juste envie qu'on aille profiter encore d'eux à un café, il reste 55 minutes. Merci Ambrose, merci aussi. Elle ne veut pas prendre la parole, mais on va lui dire merci. Dernière réaction? Ludovic? Oui, vas-y. Oui, Jean-Yves. J'étais pas là quand vous avez fait l'intro. Oui. Je ne sais pas du coup dans quel cadre vous êtes parti, ni vous étiez combien. Mais voilà, c'est carrément un beau modèle. Mais moi, je me dis aujourd'hui, les immersions comme ça, c'est peut-être les coutumiers aussi qui viendraient très fortement intégrés, en plus des personnalités politiques, puisqu'à la fin de tout ça, c'est eux qui ont le marteau. Parce que sinon, on vient, on apporte la formation à nos jeunes, que voilà, ça se fait comme ça, tout partout ailleurs, et qu'ils apportent cette vision-là chez eux, et qu'en fait, le coutumier là-bas, non pas du tout. Moi, je veux pas de ça, le chef de la tribu, machin, ça bloque tout de suite. Là, vous avez été accueillis par des chefs de tribu et tout. Ah, mais vaut mieux que c'est le chef ici qui partent aussi. Mais ça, on est d'accord avec toi, c'est ce que nous on a dit là-bas. C'était les politiques qui auraient dû y aller, et pendant dit politique, pour nous, c'est le chef de tribu. Parce que si on parle du Sénat ou d'autres autorités, mais on est d'accord avec toi. Au moins un par terre. Nous, pour information, moi je suis allé à 2 titres en tant qu'entrepreneur, mais aussi j'ai prévenu du coup la chefferie. On était 2 ici des Roches, du Nord-Belfou, pour les informer qu'on allait là-bas. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est le ministre en fait, des Affaires étrangères qui est à l'initiative. C'est lui qui a tenu à organiser cette mission-là. En fait, lui, il voulait vraiment qu'il y ait aussi des entrepreneurs qui aillent. Il aurait aimé qu'il y ait aussi des coutumiers. Il voulait surtout que ce soit des gens qui vont porter après les projets qu'ils vont faire. C'est souvent ça part souvent des porteurs de projets. Quoi. Mais tu as raison dans le fait qu'il faut aussi que derrière ça suive le foncier, le politique. Après, dans l'identification des 15 personnes qu'on était, je peux aussi dire qu'il y avait 5 coutumiers. Par exemple, celui d'OVA, je veux dire, on est peut-être des hommes et des femmes, on est coutumiers avant. C'est aussi ça, c'est que voilà. Après, au niveau de la hiérarchie, par exemple, M. Wedewea, lui, il est chef de clan, donc il peut. Mais voilà, il y avait ça aussi. Parce qu'ils ont choisi le volet entrepreneuriat pour commencer, tout en sachant que nous, on est entrepreneurs, on est aussi coutumiers. De Tanner, il y avait Elvis Bon. Oui, et sénateur de l'ère à Ndiaye pour les 5 années à venir, donc ça c'est pas un modèle pour nous. Du coup on partage cette vision commune. Du coup je vais le ramener en permanence à ça. Après je partage aussi notre vision en tant que femme kanak et mariée coutumièrement. Notre rôle en tant que femme c'est de porter nos frères, nos fils et nos papas. Et pour faire ce travail-là, on a besoin que nos hommes ils soient debout et pas tordus. Okay? Donc nous on a un gros travail à faire sur nous. Quand je parle de leadership dans la gouvernance coutumière et kanak, ça englobe beaucoup de choses. Je peux parler d'addiction, je vais parler d'être socialement bien assis, parce que c'est vrai que si tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Mais le rôle d'une femme dans la société kanak, quand elle est bien structurée, c'est de porter nos hommes. Et ils nous le rendent très bien. Et pour ça, il faut qu'on ait la plateforme de jeu propice à ça. Mais c'est un travail de tous les jours. Alors moi j'ai accompagné des fermes photovoltaïques sur terre, sur GDPL. Je travaille, ça fait 5 ans sur des GDPL à Wailou, où les gens dedans ils sont morts depuis 20 ans, on les a pas remplacés pour cette jeunesse, c'est des camps de 90 personnes. Mais tant que ça c'est pas clair,
Et là, on va parler du réel travail de fond, mais ça demande du courage. Hein. Ça demande du courage. Hein. Et puis travailler ses peurs, parce que quand on te dit oui, mais tu vas faire tout ça, tu vas mourir. Écoutez, je ne suis pas encore morte, hein. J'ai encore une mission à accomplir, mais si je laisse les peurs me gagner, ben moi je m'enferme chez moi et je fais rien. Mais je peux pas, j'ai 7 frères, j'ai 4 enfants, j'ai des papas, j'ai des beaux papas, enfin, voilà, j'ai une chefferie. Et ma culture, c'est la plus belle chose que j'ai. Donc ça, voilà, mon poteau central, c'est ma culture. D'autres vont dire, ben oui, Claire, on ne le voit pas. Mais moi, ma contribution pour le pays, elle est ici au centre, parce que c'est les gens de partout qui viennent. Et il y a un deuil là à Waïlou, je suis désolée, je ne peux pas y aller, parce que je ne vais pas dire à mes stagiaires, ben moi je veux pas, non, il y a aussi notre responsabilité. Et nous, on contribue aussi à notre manière. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans le modèle maorais, c'est que ça, c'est reconnu. Quand je vais aux îles Loyauté ici, c'est reconnu. Quand on te voit ou on ne te voit pas, mais on sait ce que tu fais pour l'âge. Et ça, c'est des choses à calquer déjà à l'échelle pays. Et nous, on est là à se critiquer, à se juger. Mais là, faut arrêter ce modèle-là, ça ne fonctionne plus. C'est archaïque. Ça y est, là, je pense que le 13 mai nous a bien claqué dans la gueule. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Voilà. Je vais arrêter là, parce qu'on pourrait continuer à... Non, mais moi, si je ne vais pas au mariage de mon cousin à l'IFO, il ne va pas me dire que je préfère l'argent à la copine. Ah, il ne te dit pas ça? Il va me dire ça. Ah, pas directement, mais... Que sur le 7. Oui, non, mais voilà, il y a ces représentations-là. Hein. Et attention, des fois, on fait des métiers en tant qu'entrepreneur. Et des mecs, là, ils peuvent dire, hein, nous, on n'est pas payé des centaines de mille, mais par contre, on est payé avec le cœur. Au moins, on nous prouve les heures. Là, tu arrives à minuit. Là, tu arrives à minuit. T'as pas d'autre chose à faire. Non, mais il faut choper là. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants. Des fois, c'est pas de la contribution financière, c'est ce moment-là qu'on partage. Ben, nous aussi, ça nous nourrit. Quoi. Donc voilà, un forum comme ça, ben, vous avez vu, c'est 50 personnes devant minimum. Et là où je suis contente, moi, dans ce forum, c'est que sur les 50 personnes, ben, il y a une trentaine, c'est des anciens cadenistes. Et les photos de Gaïa qui sont là, ben, c'est Pierre-Michel Meratu. La photographie, c'est Fred Bouhéry. Je pourrais en citer encore des intervenants, c'est Fred Lévy. Ben, le CU a contribué aussi encore à contribuer. Voilà. Donc c'est nous, quoi. C'est nous. Ben, je pourrais en citer d'autres, mais voilà, c'est aussi une vision d'entrepreneuriat. C'est de se partager la richesse. Le réseau, il est important. Vous ne pouvez pas être entrepreneur si vous n'avez pas un réseau. Si vous pensez que vous allez agir seul et il n'y a pas votre réseau, et puis pas que Kanak, hein, si on n'est pas dans cette vision-là. Hein, le pays, c'est une multitude, hein, mais par contre, si on est bien centré, ben, on va pouvoir avancer tous ensemble. Mais d'abord, nous, on a un travail à faire sur nous, avec nous, pour nous, par nous, comme vous voulez, mais il y a des choses à régler. Ça, c'est sûr et certain. Si on veut aller vers ça. Chez nous, à l'IFO, on dit qu'il faut d'abord nettoyer la maison, alors avant d'aller joli au soleil de Dokin, à la falaise, il faut nettoyer la maison. Et ils ont le même concept, les Marocains. Et je pense que dans toutes les cultures, ça commence par soi, déjà. Donc, sortir avec ça, faire joli. Peut-être dans la prochaine conférence, on colle. Non, je rigole. Non, ça y est. Bon. En tout cas, merci à tout le monde. Pas d'autres réactions? On va aller boire café 15h12. À 16h, 16h15.